Vous êtes là? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Alors, vous êtes là, s'il vous plaît? Oui, madame. Ouais, c'est génial. Alors, où sont les autres? Bref. Alors, les capitaux propres, c'est quoi les capitaux propres? Ce sont le capital social, plus les réserves, plus le report bénéficiaire, moins les pertes, moins les pertes. Ça constitue le capital social. Très bien. Alors, maintenant, le capital social, j'avais dit tout à l'heure qu'il était intangible. Contrairement à cela, les capitaux vont varier selon les pertes de la société, selon les résultats de la société. La société européenne. Alors, vous m'entendez? Zelka Outsag, vous êtes là? Oui, madame. Pardon, madame, Alors, où sont les autres, s'il vous plaît? vous avez partagé avec nous deux liens. C'est pour ça ils ont. Comment? Vous avez partagé avec nous deux liens sur le NT. Ah, d'accord. Vous pouvez leur dire de venir vers ce lien, je comprends pas. D'accord, d'accord. C'est-à-dire de lien. Merci.
Monsieur Khalil, vous êtes là? Monsieur Khalil, vous êtes là? Allô, madame? Oui. Monsieur Khalil, c'est ça? Oui, madame. Alors, essayez de ramener les autres. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'accord, madame. Il y a 2 liens, je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment. D'accord, madame. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Alors, donc on en était à cette notion de capital social, à ne pas confondre avec les capitaux propres de l'entreprise. Vous savez un peu, les capitaux propres, un petit peu, ce sont un peu le capital social, plus les réserves, plus les reports bénéficiaires, moins les pertes. Ça constitue ce qu'on appelle les capitaux propres de l'entreprise. En principe, les capitaux propres de l'entreprise, contrairement au capital social qui lui doit rester intangible, les capitaux propres, d'accord, sont fluctuants, ils changent un petit peu pour refléter un petit peu les performances économiques et financières de la société. Bien sûr, les capitaux propres sont tributaires ou dépendent un peu des résultats de la société. Si la société est en pleine performance, d'accord, les capitaux propres seraient importants. Lorsque la société est plutôt en difficulté, les capitaux propres sont plutôt faibles, très bien. Et la loi dit, lorsque les capitaux propres de l'entreprise tombe en dessous de la moitié du capital social, en dessous de la moitié du capital social, la loi exige, la loi oblige, d'accord, la loi oblige les dirigeants à procéder soit à une augmentation du capital social, c'est-à-dire ils vont devoir recapitaliser la société de manière à ce que le capital social reflète exactement les composantes qui se prétend avoir, soit la société va devoir réduire le capital social, soit elle doit se changer dans une forme de société qui n'exige aucun minimum de capital social. Très bien. Alors, donc il y a trois variantes. Soit
Donc, il y a, qu'est-ce qui est arrivé? Suite à un concours de circonstances, les capitaux propres de l'entreprise sont tombés, sont plus bas que le capital social, sont plus bas que la moitié du capital social. Très bien. Donc, ici, pour ne pas tromper les créanciers de la société, c'est-à-dire ceux qui traitent avec la société sur la base et sur le fondement de son capital social. Pour ne pas tromper les créanciers sociaux, la loi dit, messieurs les dirigeants, vous avez 6 mois pour recapitaliser la société, c'est-à-dire remettre de l'argent dans le capital social, d'accord? Soit vous devriez faire réduire le capital social, vous allez devoir faire baisser le capital social, soit vous devriez vous transformer dans une forme de société dans laquelle la loi n'exige aucun capital social minimum. Ça, c'est toujours à l'avantage de qui? À l'avantage des créanciers sociaux. Parce que dans les sociétés à risque limité, c'est-à-dire à risque limité à l'apport effectué, lesquels sommes des apports forment le capital social, la garantie des créanciers ayant traité avec ce type de société, ce n'est autre que le capital social. Si le capital social ne reflète pas exactement les composantes qui se prétend avoir, il serait lésé. C'est pour cela que la loi dit, quand il y a je ne sais pas, une mauvaise conjoncture et que les capitaux propres de l'entreprise sont tombés à moins que la moitié du capital social, la société doit disposer dans les 6 mois, soit pour reconstituer son capital social, soit pour réduire le capital social ou se transformer dans un type de société pour lesquelles la loi n'exige aucun capital social. La loi n'exige aucun capital social et lorsque la loi n'exige aucun capital social de ses membres, la responsabilité des sociétés une responsabilité limitée à l'apport, la responsabilité des associés serait une responsabilité personnelle et solidaire. Ici, ce ne va plus être le capital social qui serait la garantie des créanciers, mais ça va être quoi? Plutôt l'engagement personnel et solidaire des associés. L'engagement personnel et solidaire des associés, ce sont ce qu'on appelle les sociétés à risque illimité. Risque illimité dans la mesure où la garantie donnée aux créanciers ayant traité avec la société n'est pas que le capital social. S'il n'y a rien dans le capital social, les créanciers vont pouvoir saisir le patrimoine personnel des associés, parce que ce sont des associés qui sont tenus responsables personnellement, c'est-à-dire en engageant leur patrimoine personnel et solidairement, ça veut dire que le plus solvable va devoir payer pour tous les autres. Ça, ce sont les sociétés à risque illimité. On n'oublie pas qu'il y a 2 types de sociétés dans les sociétés commerciales. Il y a les sociétés à risque limité, genre société à responsabilité limitée, genre société anonyme, d'accord, pour lesquelles la loi exige un capital social minimum et lequel capital social constitue la garantie des créanciers de la société. Mais à l'opposé de ces sociétés à risque limité, il y a des sociétés à risque illimité, c'est-à-dire au-delà du capital social. S'il n'y a pas assez dans le capital social, les créanciers vont pouvoir saisir le patrimoine personnel des associés, parce que les associés sont responsables comment? Ils sont responsables personnellement et solidairement. Très bien. Alors ça, c'est un petit peu le deuxième élément, à savoir la mise en commun d'apport. Alors, le troisième élément pour former une société, c'est la participation au résultat de l'exercice. C'est la fameuse, d'accord, phrase qui dit, d'accord, mise en commun d'apport en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Ici, la loi dit partager le bénéfice, pas point. Elle dit qui pourra en résulter. Ça sous-entend quoi? Que des fois, il y a des bénéfices, des fois, il n'y en a pas, mais même des fois, il y a des pertes auxquelles nous devons tous contribuer. D'accord? C'est un petit peu les résultats de l'exercice va être un petit peu partagé, un petit peu chacun vont devoir y participer. Ça, c'est le troisième élément de fond, la participation aux résultats de l'exercice. Très bien. On dit que les pertes et les bénéfices sont un petit peu les 2 facettes opposées des résultats comptables. C'est-à-dire dans un résultat comptable, d'accord, vous pratiquez ça, d'accord, il y a soit des gains, soit un petit peu des pertes, d'accord, soit des bénéfices, soit des pertes, d'accord. À la clôture, ce sont un petit peu les 2 faces opposées d'un résultat comptable, d'un exercice comptable. Très bien. Alors, lorsqu'il y a des bénéfices,
Alors, le bénéfice, lorsqu'il y a des bénéfices, les bénéfices devraient en principe être partagés entre les membres. C'est un petit peu la finalité d'une société, la cause, le motif impulsif qui m'a déterminé à faire partie d'une société, c'est qu'il y a dans une société, de par injonction légale, il y a quoi? Il y a le partage des bénéfices. C'est un élément constitutif de la société. C'est-à-dire, généralement, quand il y a des bénéfices, je suis en mesure. Ici, ici, on va se poser la question à qui appartient la mission de dire oui ou non, on va procéder au partage à bénéfice. La compétence, d'accord, cette compétence relève un petit peu des attributions de l'Assemblée générale ordinaire. C'est l'Assemblée générale ordinaire, dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle qui se tient dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice et dans laquelle les dirigeants un petit peu présentent leurs comptes, d'accord, présentent un peu ce qu'ils ont pu réaliser, ce qu'ils prétendent, ce qu'ils projettent d'effectuer, d'accord. C'est dans le cadre de cette assemblée générale que cette assemblée générale va dire oui, cette année on va procéder à la distribution de bénéfices, non, cette année on ne va procéder à la distribution d'aucun bénéfice, oui, cette année on va distribuer une partie des bénéfices, on va pratiquer un report bénéficiaire, d'accord, un report à nouveau pour un nouvel exercice. Ça, c'est la compétence exclusive de l'Assemblée générale ordinaire. Très bien. Dans la pratique, il y a 2 cas de figure sont possibles. Alors, les dividendes sont-ils partagés mensuellement ou annuellement? Non, les dividendes sont toujours partagés annuellement, c'est-à-dire, d'accord, la décision, elle est prise, d'accord, par l'Assemblée générale ordinaire, celle qui se tient dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Vous savez, en principe, en droit marocain, c'est l'exercice comptable, c'est l'année civile. En principe, c'est, d'accord, janvier-décembre, en principe, d'accord, et dans les 6 mois minimum, d'accord, on peut demander quelques mois plus tard, d'accord, en plus, d'accord, mais minimum dans les 6 mois, d'accord, doit se réunir une assemblée générale ordinaire. C'est elle qui va décider du sort du bénéfice. Est-ce qu'elle va dire oui, on va procéder au partage? Non, on ne va pas procéder au partage. Oui, on va partager une partie. On va pratiquer un report à nouveau d'une autre partie. Ça, on est d'accord. Maintenant, le dividende. Le dividende, c'est une somme d'argent. C'est une somme d'argent. C'est une somme annuelle en principe dont va bénéficier l'associé apporteur. D'accord? Le dividende, un petit peu, il est calculé. On va voir dans un moment à hauteur de vos apports. Plus vous aurez apporté, plus vous allez avoir de droits de dividendes. Très bien. Moins vous serez important votre investissement au sein de la société, investissement comme apport, j'entends. D'accord. Moins vous serez rémunéré par des parts de bénéfices. Très bien. Mais un petit peu les dividendes, d'accord, vous les percevez annuellement, une fois par an. Une fois par an, si l'Assemblée générale ordinaire a décidé de les partager, et c'est elle-même qui va dire le montant, d'accord, à partager et le temps et le jour ou le moment pendant lequel vous allez pouvoir percevoir cet argent. C'est tout est ficelé et acté dans le cadre de cette assemblée générale ordinaire. Très bien. Donc j'ai dit, donc on est d'accord, les dividendes, c'est une fois par an que vous les touchez. Très bien. Alors maintenant, des fois il y a absence de dividendes, des fois il y a des dividendes. Très bien. Alors quand il y a absence de bénéfices à distribuer, est-ce qu'on a le droit de procéder à une quelconque distribution de dividendes? Non, on n'a pas le droit. Il n'y a pas de bénéfice, c'est clair. D'accord. En principe, on devrait procéder à la distribution de dividendes. D'accord. Sinon, le dividende serait fictif. D'accord. Serait fictif et l'argent distribué aux actionnaires en guise ou en qualité de dividende serait prêt. Il n'y a pas de bénéfice, en principe, on doit surseoir à toute distribution de dividendes. Très bien. Sinon, ça serait un dividende fictif avec toutes les conséquences pénales que je viens de citer. Très bien. Alors maintenant, des fois, il y a un bénéfice. Il y a un bénéfice, d'accord? Et son sort, le partage relève des attributions de l'Assemblée générale ordinaire. Et bien sûr, le principe se fait en principe se fait proportionnellement aux apports. D'accord. En principe, le partage, j'ai donné 100,
D'accord? C'est-à-dire, ça équivaut à, je ne sais pas, à 10% du capital social. En principe, je serai en mesure d'exiger 10% des bénéfices réalisés par la société. Vous comprenez? Ça, c'est un petit peu l'idéal. D'accord? C'est le principe. Sauf que dans les faits, ce principe n'est pas toujours respecté. D'accord? C'est juste à titre indicatif, mais les statuts, généralement, procèdent un petit peu à un partage autrement que proportionnellement à l'apport effectué. Généralement, on cherche un petit peu à mieux rémunérer, si vous voulez, les associés qui se sont le plus investis dans le capital social. Ceux qui ont, sans le nommer, donnent ce qu'on appelle un apport en industrie. Par exemple, les actionnaires qui ont leurs entrées auprès des banques, les actionnaires qui peuvent faciliter les démarches administratives, les actionnaires qui ont déjà un bon partenariat avec des partenaires éventuels, d'accord? Donc, ce sont un petit peu ces gens-là ils ont fait un apport, c'est un apport en industrie, c'est ça l'expérience, le savoir-faire, la notoriété qu'un associé s'engage, d'accord? Sauf que la loi interdit l'apport en industrie et c'est un apport en industrie qui ne dit pas son nom et bien sûr ces gens qui facilitent les démarches, qui facilitent l'octroi des crédits, etc., on va devoir les rémunérer, on va les rémunérer non pas en leur donnant des actions, mais on va les rémunérer en leur donnant des parts des bénéfices. Mais si on devait observer un parallèle exact, d'accord, et, strictement égal entre apport et quote-part dans les bénéfices, ce ne serait pas possible. C'est pour cela, la loi, à titre indicatif, elle dit le partage de bénéfices se fait proportionnellement aux apports, mais elle le prévoit à titre indicatif. Rien n'empêche les statuts de prévoir d'autres procédés de partage. Cependant, la loi leur dit, attention, les dirigeants, ceux qui établissaient les statuts, tout n'est pas permis. Il ne faut pas croire que vous avez toute l'attitude, que vous avez tous les pouvoirs. Non, moi, la loi, je vous interdis de pratiquer ce qu'on appelle, ou d'utiliser ce qu'on appelle des clauses. Il n'y a rien d'extraordinaire. Une clause, c'est un paragraphe dans un contrat ou dans des statuts. Des clauses léonines. Une clause léonine, c'est quoi une clause léonine? C'est une clause à travers laquelle, dans léonine, il y a le mot lion. D'accord? Le lion, il s'est taillé la part du lion, c'est-à-dire il a pris le plus gros de la chose. D'accord? Donc, la loi interdit ce qu'on appelle les clauses léonines. Une clause léonine, c'est quoi une clause léonine? C'est une disposition statutaire par laquelle un des associés, dirigeant ou autre, se fait lui-même attribuer la quasi-totalité des bénéfices réalisés ou une des dispositions par laquelle une catégorie d'associés ou d'actionnaires se verrait attribuer une quantité négligeable des bénéfices réalisés par la société. Ça, ce sont des clauses un peu abusives. Léonine, la loi les interdit comment? La loi les interdit bien sûr, et la loi les sanctionne. La loi dit considérée comme non écrite, c'est-à-dire on n'en tiendrait même pas compte. Comme des clauses, comme des dispositions non écrites, comme si elles n'existaient pas. Ça, c'est le sort d'une clause léonine. C'est quoi une clause? Une clause, c'est un paragraphe. Une clause léonine, parce que c'est une clause qui est abusive. De profiter d'une situation, soit pour se faire reconnaître ou se faire attribuer la quasi-totalité des bénéfices, soit pour donner une quantité négligeable, d'accord, une quantité négligeable à d'autres partenaires au sein de la société. Très bien. Ça, si vous voulez, c'est l'apport, un petit peu la partie, le bénéfice d'une façon générale. Très bien. Alors, le bénéfice, d'accord, c'est un petit peu, son sort des bénéfices relève des compétences de l'Assemblée générale ordinaire. Elle peut décider de partager tous les bénéfices, comme elle peut dire non, on ne va pas bénéfices, comme elle peut dire on va partager une partie
prochain je ne sais pas, d'ailleurs ça va apparaître dans le capitaux propre de l'entreprise. Ça va apparaître dans le capitaux propre de l'entreprise, ça ne peut qu'être donner de la performance financière à la société, très bien. Alors, d'accord, la loi ici intervient et dit, bien sûr, le partage se fait proportionnellement à votre apport. Vous avez fait, je ne sais pas, 5% dans le capital social, vous devriez en principe avoir quoi, 5% dans les bénéfices réalisés. Sauf que ce n'est pas, on dit d'ailleurs l'égalité, égalité. L'égalité n'est pas l'âme du droit des sociétés. Pas d'égalité dans le droit des sociétés, d'accord? Il y a toujours, bien sûr, c'est une démocratie plus ou moins, décision prise par la majorité, mais la loi a un petit peu dit, attention, bien sûr, on fait passer la décision de la majorité, mais encore faut-il qu'il n'y ait pas d'abus de la part des majoritaires. C'est quoi ces abus? Les abus aboutiraient à ce qu'on appelle des clauses, des dispositions ou paragraphes léonines à travers laquelle les rédacteurs des statuts vont s'attribuer, d'accord, ce qu'on appelle la part du lion, d'accord, en se faisant attribuer la quasi-totalité des bénéfices réalisés par la société au détriment, au désavantage, d'accord, des autres minorités. Aussi minoritaire, très bien. Alors le sort, vous allez me dire quel serait le sort, comment sont sanctionnées ces clauses léonines si par hasard ils existaient dans des statuts. Le sort est fait donné par la loi dit, toute écrite, non écrite, c'est-à-dire qu'on n'en tiendrait pas compte. D'accord. Et elles ont beau exister sur les statuts, elles seraient considérées comme non écrites, on va les ignorer, on va leur accorder aucune qualité. Très bien. Alors, il y a aussi, la loi interdit ce qu'on appelle les clauses d'intérêt fixe. Alors, vous allez me dire, c'est quoi cette clause d'intérêt fixe? Une clause d'intérêt fixe est une clause par laquelle la société s'engage à distribuer un bénéfice qu'il y ait ou à distribuer, un dividende, c'est mieux, à distribuer un dividende que la société ait réalisé ou n'ait pas réalisé de bénéfice. Alors, je reprends. Une clause d'intérêt fixe. C'est quoi? C'est une clause d'intérêt fixe. C'est une disposition statutaire par laquelle, vous savez, le statut, c'est le pacte des associés. On doit appliquer les dispositions des statuts. Alors, c'est une disposition statutaire par laquelle, la société, qu'est-ce qu'elle fait? La société s'engage à quoi? La société s'engage à distribuer un bénéfice. La société s'engage à distribuer un bénéfice qu'elle ait ou non réalisé, d'accord, à distribuer un dividende, à distribuer un dividende, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de bénéfice. Le risque ici, ça va être quoi? J'attends la réponse, c'est une question. C'est-à-dire ici, la société a pris l'engagement de donner un dividende, que la société ait eu un bénéfice ou qu'elle n'en ait pas eu. Le risque serait quoi? C'est avec moi? Le risque de perte. Le risque serait quoi? Non, je reprends. Alors, la loi interdit les clauses léonines. On sait ce que c'est, d'accord? Une clause abusive dans laquelle un associé ou deux ou plusieurs, d'accord, vont s'attribuer la part du lion dans le partage des bénéfices. C'est bon. Leur sort, c'est quoi? Elles sont considérées comme non écrites. Il y a aussi le problème des clauses d'intérêt fixe. C'est quoi une clause d'intérêt fixe? Une clause d'intérêt fixe, c'est une disposition prend l'engagement, d'accord, de procéder à la distribution d'un dividende. Elle s'engage, elle est tenue à la distribution d'un dividende, qu'elle ait réalisé ou non un bénéfice. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de bénéfice, elle sera tenue de donner un dividende. C'est quoi le risque? Le risque, c'est quoi? C'est que quand il n'y en a pas, et qu'elle sera obligée de donner un dividende, où est-ce qu'elle va prendre l'argent? Elle va le prendre dans le capital social. Lequel capital social doit rester intangible. Si elle devait le faire, ça va donner lieu à quoi? Quand on prend l'argent dans le capital social, ça va donner lieu à quoi? Oui, non.
C'est pas tellement baisse du capital social. Ça va être un dividende fictif. Vous savez, ici, c'est un peu les magouilles, vous savez, un peu comme l'être humain, un petit peu, des fois, il a des idées un peu sombres, il cherche un peu à contourner la loi, à faire des manœuvres, etc., etc. Ici, un peu les rédacteurs peuvent être tentés de dire, nous, pour avoir la paix, être sûr chaque année avoir des bénéfices, pourquoi ne pas insérer une clause, une disposition statutaire qui va dire, quel que soit X, qu'il y ait gain ou qu'il y ait perte, la société va devoir nous donner un dividende. Eh ben, c'est grave, s'ils mettaient, d'accord, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, mais la loi, elle est là pour encadrer les choses. La loi, elle est là pour encadrer les choses, elle dit, oui, c'est très bien, quand il y a des bénéfices, je ne suis pas contre, c'est l'essence même de toute société. Toute société, elle est à but lucratif. Comment se manifeste le but lucratif? Le but lucratif se manifeste par le partage des bénéfices. Et de bénéfices et que la société a pris l'engagement dans les statuts, parce que les statuts engagent la société, a pris l'engagement dans les statuts de quoi faire, de donner un bénéfice, quelle que soit la situation financière, qu'il y ait gain ou qu'il y ait perte. Quand il y a des pertes et quand il n'y a pas de bénéfices, qu'il faille un peu donner un dividende, eh ben, ce dividende, elle va devoir le puiser dans le capital social au détriment des avantages des créanciers sociaux. Et bien sûr, ici, la pratique de dividende lequel dividende fictif, il est interdit, il est sanctionné lourdement, pénalement, il est sanctionné pénalement de façon très lourde par le législateur. C'est des peines d'emprisonnement, c'est une amende qui peut aller jusqu'à 1 million de dirhams, une amende qui peut aller jusqu'à 1 million de dirhams. Très bien. Ça, c'est un petit peu l'essor des clauses, un petit peu que peut comporter les statuts. Très bien. Alors maintenant, il y a des bénéfices. Mais dans une société, il n'y a pas que des bénéfices. Il y a ce qu'on appelle le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est lorsqu'il y a des pertes, d'accord? Quand il y a des pertes, d'accord? Lorsqu'il y a des pertes, c'est-à-dire la société n'a pas eu de bénéfices, d'accord? C'est l'exercice, mais elle a eu quelques pertes, quelques difficultés, très bien. Mais ici, quand il y a des pertes, c'est l'un des avantages aussi d'une société. Quand il y a des pertes, ils seraient supportés par tous les associés, très bien. Mais là, il va falloir faire la différence entre l'exercice déficitaire et la dette sociale. Alors, c'est quoi un exercice déficitaire? L'exercice déficitaire, il est transitoire. Ça veut dire que pour l'année 2020, en raison de la crise sanitaire, la société n'a pas réalisé de bénéfices, elle est déficitaire. C'est-à-dire, d'accord, a subi quelques pertes. Bien sûr, ces pertes seront portées au passif du bilan. Et bien sûr, même quelques pertes peuvent être reportées à ce qu'on appelle un report déficitaire. Très bien. D'accord? Donc ici, elle a des pertes et ces pertes qu'elle a subies, elle va pouvoir utiliser ces éléments d'actifs pour éponger un peu le passif, d'accord? Et même, elle peut constituer ce qu'on appelle, je ne vous apprends rien, d'accord? C'est ce qu'on appelle un report négatif, d'accord? Un report à nouveau négatif. Très bien. Ça, ce n'est pas tragique, ce n'est pas catastrophique, c'est une conjoncture en espérant que l'année prochaine, elle va pouvoir passer le cap de cette difficulté, on l'espère tous d'ailleurs, très bien. Alors ça, c'est l'exercice déficitaire qui est transitoire, qui peut arriver, qui n'est pas catastrophique, c'est un petit peu les aléas de toute activité commerciale. Maintenant, à cela, à l'exercice déficitaire, on oppose la dette sociale. Alors, la dette sociale suppose quoi? Suppose que la société est tombée en cessation de paiement. La dette sociale suppose que la société est tombée en cessation de paiement, c'est-à-dire qu'elle a des Amal, vous m'entendez s'il vous plaît? Oui, maintenant oui. Oui, parfait. C'est triste. Alors, et donc, il y a des pertes, c'est-à-dire des
Monsieur Kautzak, vous êtes là, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, oui, madame, oui. Alors, c'est juste pour vous dire, contribution aux pertes. Je referai jeudi avec vous. Vous avez encore beaucoup de temps loin. Et vous avez des questions posées Madame, là, on vous entend pas bien. ce soir. Ouais. Alors, je disais, s'il vous plaît. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Madame, Oui, je monsieur. pense à notre, Oui, je pense à notre problème de connexion. Est-ce que ديري جوج ديال لي ليان je vous écoute. كيتقلوا لك حيت كديري جوج ديال لي ليان كيتقلوا لك الكونيكسيون داكشي علاش Alors, je fais du mieux que je peux. Il ne répond jamais à mon téléphone. Est-ce qu'il est? Votre délégué, vous connaissez le délégué? Non, non. Non? Ah bah, le délégué de la classe, il m'a envoyé un mail, je lui ai répondu. À chaque fois que j'appelle au téléphone, je lui envoie pour tout le nécessaire, mais je ne sais pas. Ouais. Bon, je vais essayer de voir ça, je vais essayer de lui envoyer un mail. Je vous tiendrai au courant jeudi, Inch'Allah. D'accord? Alors, portez-vous bien et à jeudi. Enfin, Madame, vous êtes là? Oui, madame, monsieur, je vous écoute. je pense que Oui, oui, je suis là. la seule solution pour résoudre ce problème-là, c'est de faire des séances vidéo réservées à votre explication unique. J'ai pas entendu. Reprenez ce que vous dites. Euh, Monsieur? je pense Je pense que la seule solution pour résoudre ce problème-là, c'est de faire des séances vidéo réservées à votre explication unique. Des séances vidéo, dites-moi comment, je ne sais pas comment. Je ne fais pas dans les choses de YouTube, etc. Je ne suis, franchement, je n'ai pas du tout. Il y en a qui sont en train de récolter sur la plateforme, peut-être un peu. Est-ce que c'est dû à la que je peux faire, je ne sais pas, des capsules privées que je peux vous envoyer, je ne sais pas, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Mais pour le semestre précédent, les cours se sont très bien passés. Donc, je dis, Madame,